Bien, alors nous reprenons notre visite 3 dimensions d'Aïranoum là où nous l'avions laissé la dernière fois, c'est-à-dire à l'entrée du palais. Voilà, nous suivons le guide, en l'occurrence l'excellent programme préparé par Guy Lécuyot, qui sera avec nous au séminaire en deuxième heure pour discuter plus précisément du dossier des maisons privées, puisqu'il a été le maître d'œuvre de la publication du volume, qui est maintenant remis à l'impression. J'avais donc brièvement commenté le plan des grandes masses du palais, signalé évidemment que la richesse de son décor architectural en pierre dépasse considérablement tout ce qu'on peut trouver à Aïranoum en matière de pierre taillée. Des éléments qui peuvent être aussi donc des chapiteaux pseudo-corinthiens ou corinthiens et les éléments en terre cuite, les antéfixes qui donnaient une allure grecque aux bordures des toits, alors que ces toits eux-mêmes n'étaient pas des toits à la grecque, mais étaient des toits plats. Alors, voilà, nous entrons dans le palais par une grande allée qui, en fait, par un chemin coudé, s'embranche sur la grande rue de la ville avec un système de filtrage à l'entrée. Ne prenez pas le chemin du palais qui voulait. Il y a un système de filtrage à l'entrée assuré par des propylées monumentaux. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est que voilà le mausolée du fond de Kinéas, l'officier qui a fondé la ville, dont j'ai été amené à parler la dernière fois, et il semble bien que ce mausolée ait préexisté à l'implantation du palais telle qu'elle se trouve ici, puisque en fait la chaussée menant à l'entrée du palais a été déviée pour respecter l'orientation de la façade du mausolée. Nous arrivons dans la grande cour, entourée de tous côtés de colonnes corinthiennes. Alors, quand on voit évidemment ce paysage reconstitué, c'est totalement minéral. Et on s'est évidemment posé la question moult fois lors de la fouille. L'Asie centrale, c'est le pays des jardins. Peut-on véritablement imaginer que la cour avait cet aspect? Est-ce que ça n'était pas plutôt une cour-jardin? Aucune des évidences possibles de racines, de plantations d'arbres ont été recherchées par George Wilcox, paléobotaniste. On n'a rien trouvé. Alors, en même temps, on peut penser aussi que une des fonctions de ces cours était de servir à de grands rassemblements militaires, à de grands rassemblements de la population. Bon, ce qui tout de même, dans les conditions de l'Asie centrale, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer qu'au mois de mars-avril, il n'y a pas quelque chose qui poussait et qui humanisait un peu ces espaces. Alors, nous arrivons maintenant dans les parties intérieures du palais, dont j'ai dressé, dont j'ai énuméré les grands ensembles la dernière fois. Ces parties ont fourni divers éléments de décor, dont certains sont en pierre, d'autres en terre crue, ainsi ces modillons à la grecque, l'utilisation de peinture pour des ressauts de peinture sur des chapiteaux ici de pilastres en pierre, des éléments en terre crue, utilisation tout de même, là encore, très sobre et très réservée de la peinture murale, puisque dans aucun endroit du décor peint du palais n'a pu être détecté le moindre élément de décor figuré. Et ça, quand on compare à Nisa, où de tels éléments de décor figuré existaient dans les grands bâtiments, notamment au
supposé un grand bâtiment tour, ça ne peut pas être mis sur le compte du hasard. Le seul élément de décor figuré, trouvé en peinture à Aït-Khanoum, était l'ornement d'un bouclier qui a été retrouvé à l'Arsenal et qui comportait un visage humain. Dans le palais, les éléments qui nous sont parvenus ne comportent en aucun cas des décors figurés. Bon, ça ne veut pas, évidemment, vu l'état de destruction du monument, ça ne permet pas complètement d'exclure qu'ils aient existé. Alors, après avoir franchi nous avons donc franchi la grande cour, nous avons franchi la grande salle hypostyle, et nous arrivons derrière dans une grande salle en position axiale, qui était probablement flanquée de bureaux de part et d'autre, par laquelle on devait passer pour arriver dans des parties plus réservées. J'ai signalé la dernière fois donc ces deux blocs symétriques qui semblent chacun comporter à l'ouest peut-être des bureaux des chancelleries, à l'ouest une salle de réception, et puis des blocs à caractère plus résidentiel. Nous arrivons donc dans cette grande salle qui, bien entendu, avait de toute évidence un caractère public. Elle comportait le long des murs un décor de demi-colonnes de bois, et elle n'était pas portée par des colonnes, c'est donc une poutraison extrêmement puissante qui supporte un espace qui, je crois, est de 15 mètres. Enfin, donc, on sait, ça peut paraître assez invraisemblable dans la Bactriane d'aujourd'hui qu'on voit très déforestée, mais n'oublions pas qu'Aït-Khanoum se trouvait sur le bord de la rivière Kokcha qui descendait du bas d'Archamps, où poussent encore des pins et des genévriers d'une grande hauteur. Donc tout ça pouvait venir par flottage. Le parti pris adopté par Guy Lécuyot pour l'éclairage, la restitution de l'éclairage des salles, puisqu'évidemment on n'a jamais retrouvé les murs à cette hauteur, c'est un système attesté plus tard en Asie centrale, des systèmes d'ouverture placés très haut. L'hypothèse d'un éclairage zénital avait été également envisagée, mais elle paraît beaucoup moins vraisemblable. Alors, cette salle aurait pu... alors, je dis tout de suite que le parti pris adopté pour meubler les espaces intérieurs a consisté à y mettre des types de mobilier connus dans la Grèce antique à Délos. On a le livre classique de Déona, le mobilier délien, et c'est donc les modèles qui ont été adoptés. C'est pas des halogènes, hein, ce sont des lampes à huile portées sur des grès. Tous ces types de mobilier ont existé. Ce qui est donné ici, disons, et on va voir un peu plus avec le décor des maisons, le mobilier des maisons particulières, c'est le mobilier délien tel qu'on le connaît dans la version un peu kitsch qu'on voit ou qu'on visite aujourd'hui à la Villa Kérylos, la réplique en France d'une grande villa délienne bâtie à la fin du XIXe siècle par le grand helléniste Théodore Reinach et qui est aujourd'hui un musée qui se visite près de Cannes et où se tiennent des symposiums de l'Académie des inscriptions. Bon, on peut évidemment, on peut supposer que le décor de la vie quotidienne était beaucoup plus local et mettre plutôt des estrades, des tapis. C'est une question de goût. Il est assez vraisemblable que cette grande salle servait pour peut-être la partie la plus publique des audiences, les parties des audiences réservées à un public plus réservé et pouvant se dérouler dans les espaces intérieurs que nous allons examiner dans un instant. Alors, voici l'une de ces salles de réception qui se trouve donc dans les blocs résidentiels du palais, au niveau des blocs résidentiels du palais. Il y en a une ici, une là. Et en fait, on voit que ces salles de réception
sont tout simplement la version amplifiée de la grande salle centrale que comportent toutes les résidences, toutes les grandes résidences privées d'Aïr-Hanoum. Alors ici, c'est bien, c'est retrouvé en fouille, ça a été retrouvé en fouille, c'est bien un décor de pilastres engagés en pierre avec des chapiteaux pseudo-ioniques qui comportaient un décor peint. Donc peut-être disons des espaces réservés à la réception de personnages situés plus haut dans l'échelle sociale, des ambassadeurs ou des personnages plus proches de moi. Ici, donc, on a installé un trône. On sait qu'en ivoire, il y avait des trônes en ivoire à Aïr-Hanoum, on le sait. On a retrouvé des éléments, on en a retrouvé des éléments dans le temple. Alors, comme toutes les maisons particulières, les parties résidentielles du palais d'Aïr-Hanoum comportaient des salles de bain qui sont les seuls endroits où on a retrouvé des mosaïques au sol. Donc, normalement, les mosaïques, dans les grandes villas grecques, les mosaïques se trouvent dans les salles de banquet. Et on sait que parfois les libations étaient versées directement sur les carreaux des mosaïques. Ça n'est pas le cas à Aïr-Hanoum, dans les espaces réservés aux réceptions, à la vie sociale. On n'a jamais rien que le sol de terre battue, qu'on peut évidemment supposer habillé de tapis. La mosaïque se réfugie dans les pièces où son imperméabilité la rend la plus indispensable, c'est-à-dire les salles de bain. Et ce ne sont pas des mosaïques, ce sont des mosaïques à galets, donc assez grossières vues de près, d'un effet agréable vu à une certaine distance, type de mosaïque qui est bien connu aussi à Délos, bien connu également en mer Noire. Enfin, c'est un type de mosaïque qui était très répandu en Grèce, qui passe de mode à partir du IVe siècle pour être remplacé par la mosaïque à tesselle que nous connaissons surtout, mais qui survit dans les marges du monde grec, notamment en mer Noire. Et c'est le cas donc à Aïr-Hanoum où visiblement il n'avait pas sous la main les artisans très spécialisés qui pouvaient exécuter ce type de décor, se sont rabattus donc sur des types de mosaïques à galets qui sont principalement décorés d'animaux marins, enfin donc, des choses qui évoquent l'élément aquatique. Une petite digression, la sculpture à Aïr-Hanoum n'est pas représentée par des spécimens très nombreux puisque l'ensemble, la quasi-totalité du site est passée au four à chaud au moment du pillage final, je serai amené à en reparler. Bon, je montrerai d'autres exemplaires de cette statuaire pour dire d'un mot qu'elle est exécutée sur place, puisque cette statue est inachevée, vous voyez le visage, mais par des artisans totalement formés aux conventions de l'art grec. Il pourrait ici, dans le cas présent, s'agir du vainqueur d'un concours athlétique, puisqu'il est couronné de feuillage. Alors, je passe rapidement, puisque ça va être l'objet du séminaire de la deuxième heure avec Guy Lécuyot sur les maisons particulières. Nous en avons fouillé 2 spécimens, une dans le grand quartier résidentiel au sud du palais et une autre dans la proche banlieue d'Aïr-Hanoum. Ce quartier résidentiel... Voilà, se trouve ici, au sud du palais. C'est la seule partie de la ville où on observe un réseau orthogonal, un maillage orthogonal bien régulier. Une quarantaine de ces maisons, on en a fouillé donc une. Alors, quand nous ce plan, n'est-ce pas, si on en enlève la cour, rappelle de très près quelque chose que nous avons vu à Nisa, c'est le bâtiment rouge, qui
qui est bâti sur le même principe, un grand espace central, un portique et un corridor sur tous les côtés qui permet une circulation indépendante desservant les pièces périphériques. Ceci dit, à Nizza, la partie centrale, le noyau central est hypertrophié à 4 colonnes. Il paraît assez net qu'on n'a pas affaire à une résidence, mais à un ensemble de réceptions. De même d'ailleurs que dans les grandes salles de réception du palais d'Aïranoum, on a finalement la partie centrale de la grande maison gréco-bactrienne totalement hypertrophiée. Là, je vais laisser la parole tout à l'heure à Guy Lécuyot qui va évoquer toutes ces questions beaucoup plus en détail. Voilà donc les essais de restitution intérieure des maisons avec ces portiques ouvrant sur la cour et ce mobilier. Les modèles sont empruntés à Délos, supposant un mode de vie qui reste malgré tout à la grecque. Les gens sont assis, couchés sur des banquettes, sont allongés sur des banquettes pour banqueter, mais sont également assis sur des trépieds. Bon, évidemment, on peut toujours enlever tout ça et installer tout le monde sur des coussins au bord de la pièce. Alors, un bâtiment qui m'est particulièrement cher, qui se trouve, c'est le théâtre, puisque c'est moi qui l'ai fouillé il y a cela 35 ans. C'était quasiment ma première expérience d'archéologue de terrain. Et pendant quelques jours, je me suis demandé si ça n'allait pas être la dernière. Et puis, bon, finalement, j'ai été pris par le défi. Le théâtre se trouve ici creusé sur les pentes nord de l'acropole, immédiatement en bordure de la rue principale. Alors, il n'a été la forme de cavité du théâtre, disons, sauter à l'œil nu avant toute fouille, puisque voilà, ça ce sont mes tranchées, mais voilà ce qu'on voyait. Donc, dès 1964, dès la première exploration du site par Paul Bernard et Daniel Schulberger, l'hypothèse d'un théâtre évidemment a surgi. Puis il y a eu quelques tentatives de sondage, mais comme toujours à Aïranoum, quand un sondage était trop limité, il donnait des résultats trompeurs. On est tombé, je crois que c'est Gérard Fussman qui était tombé sur ce qui semblait pouvoir être interprété comme des gradins en briques crues, mais tout simplement, on n'imaginait pas qu'un théâtre puisse être construit en briques crues. Et puis, quand j'ai repris la fouille en 1975, plusieurs gradins sont apparus. Henri-Paul Francfort, ici présent, venu en visite avec Paul Bernard, a déclaré « c'est pas un théâtre ». Et puis, au bout de quelques jours, l'évidence s'est imposée. Alors, on s'est aperçu, en consultant les publications, qu'il existait d'autres théâtres en briques crues dans le monde grec. Il y a un petit théâtre à Babylone, construit après la conquête d'Alexandre, qui est en briques crues. Depuis, dans les années 90, la mission italienne à Séleucie du Tigre, la grande ville grecque qui a remplacé Babylone, a fouillé en partie un très très grand théâtre en briques crues. Et puis, on sait maintenant qu'il en existait en Grèce. Au moins en Macédoine, il y a un exemplaire qui est sûr, c'est dans la ville macédoine, c'est à Dion, ville en Macédoine, où le théâtre est en briques crues. Il n'est pas impossible que la Grèce ait connu en fait davantage de théâtres en briques crues, ou simplement évidés dans la terre, et que progressivement, les cités s'enrichissant, ils aient été remplacés par la pierre. Est-ce quelque chose qu'ils avaient envisagé de faire à Aïranoum? Ça paraît quand même peu probable, étant donné que la pierre est vraiment réservée dans cette ville à des éléments de décor extrêmement prestigieux. Ce théâtre est d'une dimension très conséquente.
les calculs qu'on a pu faire, puisque ici donc j'ai fouillé la totalité de la hauteur de la KVA, des gradins. On a donc pu exactement calculer les dimensions. On y restitue, on pense qu'il y avait place pour 5 à 6 000 spectateurs assis. C'est presque autant, pour vous donner une idée, à Épidore, c'est 8 000. Et Épidore est le plus grand théâtre conservé du monde grec. Alors, 6 000 habitants, 6 000 spectateurs, c'est sans proportion avec ce qu'on peut imaginer qu'était le peuplement grec ou hellénisé de la ville d'Aïranoum. C'est quelque chose qui est à l'échelle de toute, enfin, je dirais, d'une bonne partie de la Bactriane hellénisée. À moins de supposer, et pourquoi pas, que la population locale bactrienne ait été sensible, et fini par fournir une partie importante du public. Alors, ce théâtre, alors, il y a le problème du matériau. Même les escaliers, enfin, on a pu restituer des escaliers grâce à des pontons qui enjambent une canalisation qui parcourait le bas et qui recueillait les eaux pluviales. Ces escaliers, on n'a aucun indice que même eux aient été jamais recouverts de briques cuites. C'est pas impossible, mais on n'a trouvé aucune espèce de trace, ni de plâtre, ni de briques. Ça pose évidemment, la pente est raide, ça pose une très grande énigme technique, parce que connaissant la violence que peuvent avoir certaines pluies, notamment en automne, on se demande comment on pouvait éviter des phénomènes de ravinement. Alors, ce théâtre aurait-il été éphémère, construit tout à fait à la fin, pas fait pour durer? Eh bien non, puisque on a l'indice qu'il a été remanié. Les céramiques trouvées dans les remblais semblent indiquer qu'il remonte à la fin du IIIe siècle, donc il y aurait probablement eu un théâtre à cet endroit pendant peut-être un demi-siècle, sinon davantage. Alors, évidemment, la seule protection contre les eaux pluviales que peuvent recevoir des architectures de briques crues, c'est l'enduit de Torchis, dont on sait qu'il existait à Aïranoum sur tous les murs extérieurs, mais ces enduits, même, il faudrait supposer qu'ils étaient refaits très régulièrement. On a fait l'expérience avec les tentatives de conservation des murs du Grand Temple. On a voulu que ce monument survive, évidemment maintenant tout ça c'est du passé, et donc on y faisait refaire des enduits de Torchis. Je crois que tous les 2-3 ans, il fallait les gratter et les refaire. Ça ne tenait jamais très longtemps. Alors, on a pu faire l'hypothèse sur le moment. Bon, peut-être alors des bancs en bois. Le bois, on n'était pas avare du bois à Aïranoum, pour s'imaginer des bancs en bois, mais on a, dans l'état où ça nous est parvenu, on n'a jamais retrouvé le moindre élément d'accrochage. Enfin, aucun endroit. Dans tous les endroits où les gradins ont été dégagés, ce qu'on a trouvé n'était pas la surface d'origine. C'était toujours usé de l'épaisseur d'une demi-brique. Donc on ne peut pas vraiment dire ce qu'il y avait par-dessus. Alors ce théâtre a plusieurs particularités qui font un monument tout à fait unique dans le monde grec. J'ai signalé les canalisations recueillant les eaux pluviales sur le pourtour de l'orchestra. Ça, c'est attesté par ailleurs, mais ce qui ne l'est pas, semble-t-il, au moins à ma connaissance, c'est le canal qui passe devant la Seine. Et c'est le canal d'adduction d'eau, c'est le canal principal d'adduction d'eau de la ville. Bien entendu, la raison est purement technique, c'est que ce canal, ça aurait été compliqué de dévier le canal. On a préféré continuer à le faire passer au même endroit. Sa largeur était d'à peu près 2 mètres. Ça pouvait, le temps d'une représentation, assez facilement se masquer.
sauf si on jouait les grenouilles d'Aristophane, auquel cas la commodité de l'équipement apparaissait d'elle-même. Alors, le bâtiment de scène, la scène elle-même et le bâtiment d'arrière-scène, sur lequel pouvaient s'accrocher les éléments de décor, n'a jamais été construit en dur. Au sol, on a trouvé, enfin je peux même dire j'ai trouvé, donc je peux vraiment témoigner, dans le plâtre des empreintes de poutres. C'est-à-dire qu'il s'agissait, il y avait vraisemblablement une armature de poutres qui, au moment des représentations, pouvait être rapidement complétée par un décor en bois construit à la demande, mais là, ça n'est pas un exemple unique dans le monde grec. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est l'ampleur que prennent les loges. Vous voyez que normalement, dans un grand théâtre grec, on a ce qu'on appelle un diasoma, c'est-à-dire un palier à mi-pente, c'est très fréquent, et on a quelques rares exemples, je crois c'est le cas à Délos, on a de rares exemples de petites loges qui donnent sur ce palier. Mais dans aucun cas des loges d'une telle ampleur, et il faut savoir en plus que derrière chacune de ces loges, vous pouvez prendre place, si mes souvenirs sont exacts, peut-être même une dizaine de personnes. Derrière chacune de ces loges s'ouvrait une porte, et dans la profondeur du talus était aménagée une baignoire, ce qu'on appelle une baignoire d'opéra, c'est-à-dire un espace où le personnage qui était dans la loge pouvait éventuellement se retirer un moment. Bien. Alors évidemment, on est amené à supposer, des loges royales. Pourquoi trois? On sait aussi que par ailleurs que les souverains gréco-bactriens pratiquaient occasionnellement la corégence. Bon, et puis les loges royales quand le roi était là, mais il n'était pas toujours là. Ça pouvait être aussi réservé à un grand magistrat. En tout cas, il est quand même extrêmement significatif que l'architecture du théâtre, qui en Grèce même est supposée exprimer de la manière la plus spectaculaire, la plus éloquente, l'idéal démocratique, où chacun est assis en rang à sa place, sans hiérarchie particulière, se trouve ici, du point de vue architectural, complètement transformé, métamorphosé par ces grandes loges qui finissent par attirer tous les regards. Et c'est un exemple, enfin, s'il fallait un exemple du durcissement des hiérarchies sociales dans le milieu colonial grec à Aïranoum, ce serait sans doute l'un des plus éloquents. L'année même où le théâtre était identifié, en 1975, il a donné lieu à 3 campagnes. Par un hasard extraordinaire, était découvert ceci. Un masque de théâtre en pierre, il ornait non pas le théâtre, mais une fontaine en pierre sur le bord de la rivière. Cette fontaine comportait d'autres sculptures, un lion et un dauphin. Et ce masque, qui est un masque de théâtre. Alors vous voyez, c'est tel qu'il a été découvert. En fait, la fontaine a été découverte car la plaine était en train d'être remise en eau par les paysans, la nappe phréatique remontait, et du coup, les anciennes petites canalisations qui alimentaient les bouches des sculptures se sont remises à fonctionner quand nous étions là. Et du coup, ça a provoqué un effondrement du talus, et on a trouvé la fontaine. Bien. Alors, cette gargouille représente un masque comique du théâtre grec, qui est le masque de l'esclave cuisinier, personnage typique évidemment non pas des tragiques,
même pas d'Aristophane, mais de la nouvelle comédie de Ménandre, qui connaît à ce moment-là sa vogue maximale à Alexandrie. Alors oui, c'est un masque comique avec les sourcils en point d'interrogation, les grandes oreilles, la bouche qui en même temps sert de porte-voix. C'est évidemment c'est un regard qui nous est offert sur le type de répertoire qui pouvait être présenté dans le théâtre d'Aïranoum. À l'époque, les grands tragiques, notamment Échille, ne sont plus à la mode. Leur langue est tenue pour déjà très difficile. Ce qui est surtout à la mode, c'est la comédie. La comédie de mœurs, la comédie moyenne de Ménandre. Et puis, il pouvait aussi y avoir des spectacles qui peut-être en appelaient beaucoup plus à un public de garnison et à un public peu hellénisé que pouvaient être les mimes, les pantomimes, dont on sait qu'ils étaient extrêmement nomades. On a des témoignages littéraires, ils parcouraient tout l'ensemble du monde grec. On peut très bien imaginer, pourquoi pas, des troupes ambulantes qui présentaient leurs services aussi bien à la cour des Parthes, dont nous savons par certains témoignages qu'ils assistaient parfois à des représentations théâtrales, qu'au royaume grec de Bactriane. Alors, par parenthèse, la découverte simultanée du théâtre et du masque a fait rebondir un vieux débat chez les orientalistes, un vieux débat entre hellénistes et indianistes, débat qui a eu notamment pour cadre le Collège de France, il y a de cela vers le début du XXe siècle. C'est le débat sur les origines du théâtre indien. Pour résumer une vieille controverse qui n'est pas près de se clore, les deux seules cultures du monde antique qui ont pratiqué massivement le genre théâtral avec des pièces écrites qui étaient donc des œuvres littéraires proprement dites et pas improvisées, c'est la Grèce et c'est l'Inde. Et le théâtre indien semble trouver ses origines à une époque, les dates conventionnellement admises pour les premiers grands auteurs de théâtre indien correspondent à l'époque des extensions du royaume grec de Bactriane vers l'Inde. Et par exemple, on a depuis longtemps remarqué qu'il y avait certaines analogies, des analogies notamment assez fortes avec la moyenne comédie de Ménandre, le procédé les personnages séparés dans leur enfance et qui se retrouvent grâce à un signe, à une médaille, un certain nombre de situations types se retrouvent. La question avait paru, du côté des indianistes en tout cas, la question avait semblé close au début du XXe siècle par la très grande thèse de Sylvain Lévy, professeur au Collège de France, sur le théâtre indien, où il récusait toute espèce de schéma de filiation. Bien. Paul Bernard, au moment de ses découvertes, a repris la question. On s'est retrouvé un peu dans la même situation, à vrai dire, de dialogue de sourds, où les hellénistes ont paru tentés, les indianistes pas du tout. À l'époque, Gérard Fussman a écrit « Le débat semble intéresser beaucoup plus les hellénistes que les indianistes, qui ont dans la culture indienne tous les éléments de réponse. » Et on en est resté là, mais il est, disons, l'un des arguments massus qu'avait employé Sylvain Lévy contre la possibilité d'une filiation grecque du théâtre indien était l'inexistence de tout édifice de théâtre dans les colonies grecques d'Asie. Cet argument, évidemment, est tombé, mais pas le reste de l'argumentation. J'en viens maintenant au gymnase, qui se trouve au nord de la zone du palais. Oui, vous avez ici la trésorerie, le palais, et le long de la rivière, la fontaine était, je crois que la fontaine était ici, d'où viennent ces masques.
et le gymnase se développe sur environ 300 mètres de long, la même longueur que le palais, au bord de la rivière. Dans son dernier état, il est considéré comme le plus grand gymnase connu du monde grec. Il y a tout de même un problème, dont je vais être amené à parler dans un instant, c'est le statut de cette cour, dont on ne sait plus si on doit ou non la rattacher au gymnase. Si on ne la rattache pas au gymnase, le gymnase retrouve des proportions plus modestes et plus conformes à ce qu'on connaît par ailleurs. Je commence par montrer... oui. Voilà, cette architecture extrêmement impressionnante avec ces grands corridors interminables. Le plan qui est, dans le dernier état au moins, très caractéristique d'un gymnase à la grecque, avec une cour au nord entourée de rangées de pièces allongées, c'est pas sans rappeler l'architecture de la trésorerie de Mysa, des pièces allongées desservies par un corridor périphérique, et au milieu de chaque côté de la cour, une exèdre, donc un bâtiment à colonnes, un renfoncement, un renfoncement porté par des colonnes. Quand nous étions à Ayranum, nous vivions au contact des monuments islamiques de l'Afghanistan. Et un rapprochement s'était à ce moment-là présenté à notre esprit. Un gymnase, c'est une institution d'enseignement. Une madrasa islamique, c'est une institution d'enseignement. Les madrasas ont dans leur cours 4 iwan, 4 renfoncements, parfois portés par des colonnes. On a la même fonction, on a la même forme. Ce qui nous manque, évidemment, c'est des maillons intermédiaires. Ceci dit, on a maintenant des données assez sûres qui permettent de discerner l'origine du type architectural de la madrasa tel qu'il se forme au XIe siècle dans celle de monastères bouddhiques. Donc voilà, on a un enracinement centra-asiatique. Ceci dit, évidemment, pour passer du gymnase d'Ayranum au monastère bouddhique du VIe siècle, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Mais enfin, bon, je veux dire, on n'est pas... un archéologue travaillant dans un pays où se présentent à lui des monuments majeurs de civilisation, parfois séparés dans le temps par de grandes distances, ne peut pas être complètement insensible à une certaine phénoménologie des bâtiments. Et c'est la tentation que nous avons eue. Plus au sud, une grande cour vide qui, bien évidemment, était l'espace réservé aux exercices sportifs. Voilà donc encore une vue du gymnase, très, très fidèle à la réalité, avec ses exèdres, enfin ses iwan, on dirait en termes islamiques, et à l'arrière-plan, vous apercevez le palais. En fait, tout ça, c'est un même ensemble de bâtiments monumentaux, avec la grande cour, ici et ici, les deux mausolées du centre de la ville. Outre les données du plan du dernier état, l'identification comme gymnase s'impose à partir de certaines catégories, certaines trouvailles qui avaient échappé à l'ardeur des plâtriers qui envoyaient toutes les pierres dans les fours à chaud. L'une de ces trouvailles, c'est un cadran solaire que je ne présente pas ici, mais qui est d'un type absolument unique dans tout le monde grec. C'est un cadran solaire cylindrique, en forme de brique percée d'un cylindre, qui est en fait un instrument non pas
non pas vraiment pour lire l'heure qu'il faisait à Aïranoum, mais pour enseigner. Parce que ce cadran solaire indiquait en fait comment lire l'heure sur le tropique. Et c'était donc un instrument théorique d'enseignement. Et c'est justement au gymnase d'Aïranoum qu'il a été trouvé. Et puis, une dédicace, une des rares inscriptions grecques sur pierre qui a été découverte, cette dédicace forme le pied de cette statue. La statue est dédiée par deux frères qui s'appellent Tribalos et Straton, fils de Straton, et il dédie la statue à Hermès et Héraclès. Hermès et Héraclès sont les deux dieux protecteurs du gymnase en Grèce. Hermès à cause des activités intellectuelles, Héraclès des activités sportives. Donc cette inscription indiquait sans doute possible que le bâtiment était un gymnase. Quant à la statue qui la domine, elle appartient à la catégorie typologique de l'Hermès, qui en général l'Hermès en Grèce est nu, ici il est habillé, et c'est un des tout premiers cas connus où, en Grèce on connaît des cas, mais semble-t-il plus tardifs, où le visage d'Hermès est remplacé par le portrait d'un individu, car c'est incontestablement un portrait, et qui est cet individu, vous voyez qu'il est drapé dans une chlamyde, et tenait dans la main un objet qui a disparu, qui était une baguette. Ce sont les instruments du gymnasiarque. Ce sont les instruments d'abord de l'enseignant. La baguette sert à la fois au gymnase à, disons, ramener à l'ordre les élèves récalcitrants, puisqu'il y a des élèves, et également, c'est un peu l'équivalent du carton jaune aujourd'hui sur les terrains sportifs, elle sert à rappeler les règles qui doivent régner dans les compétitions sportives si jamais quelqu'un s'en écarte. Donc ce personnage est un des enseignants du gymnase, probablement son directeur, qu'on appelait le gymnasiarque. L'hypothèse la plus vraisemblable pour faire coïncider le texte de l'inscription et la nature de la statue, c'est de supposer que le Straton, qui était le père de ces deux frères, exerçait ou avait exercé, s'il était mort, les fonctions de gymnasiarque du gymnase. Et que c'est en son honneur que ses fils ont fait dresser sur le lieu de son activité professionnelle cette statue. Alors, il y a un petit problème, c'est que ça ne correspond pas aux règles en vigueur dans ce type d'inscription de gymnase en Grèce, mais bon, il semblerait que ce soit l'hypothèse la plus vraisemblable. Les deux frères s'appellent Tribalos et Straton. Straton est un nom grec répandu qui a d'ailleurs été porté par certains rois grecs plus tard en Inde. Tribalos, un nom intéressant, rare, typique de la Grèce du Nord. Donc ça pourrait être un des indices de la persistance à Aïranoum d'une composante de peuplement macédonien, comme le Kinéas, l'officier qui a fondé la ville. Ce gymnase ne pose donc en fait pas de problème d'identification pour sa première période, pour sa dernière période, qui a été de courte durée puisqu'il était inachevé. Tous les sols n'avaient pas été posés. Donc, comme on sait que la ville tombe sans doute en 144 avant Jésus-Christ, on va dater cette période, disons, les environs 150-144. Il est précédé par 4 étapes architecturales, dont les 2 plus profondes sont pratiquement pas connues. Bon. Les 2 qui précèdent le gymnase posent un problème de fonctionnalité. L'étape, l'avant-avant-dernière étape, donc qu'on peut peut-être dater de la fin du IIIe siècle avant notre ère, début du IIe, est connue par, alors elle n'est pas représentée sur ce plan, elle est connue par toute une enfilade ici de salles de bain branchées sur un circuit d'adduction d'eau.
Donc, il n'est pas illogique que des grandes salles de bain aient fonctionné avec un gymnase. Mais les installations elles-mêmes de ce gymnase n'ont pas été retrouvées. À l'étape suivante, qui précède immédiatement le dernier état que nous avons examiné, un bâtiment précède immédiatement le gymnase sous celui-ci, et la logique serait de l'identifier comme déjà un gymnase, puisqu'il occupe le même emplacement et la même emprise, sauf que, architecturalement, on ne sait pas quoi en faire. On a ici, ce qu'on a trouvé, c'est toute une série de couloirs. Dans un premier temps, on avait proposé de les identifier comme des pistes d'entraînement, mais enfin, bon, des pistes. Pour les pistes d'entraînement à la course n'ont pas des murs. Et par ailleurs, la longueur de ces couloirs, qui font 60 mètres de long, est beaucoup trop courte pour des exercices de course. Et ça ne paraît pas non plus rentrer dans des fractions de dimensions connues du stade à la grecque. Donc, en fait, l'idée qui vient à l'esprit quand on voit ce type de locaux, c'est de penser à des locaux de stockage. Mais que viennent faire des locaux de stockage à un emplacement qu'on suppose déjà avoir été un gymnase? En fait, c'est rétrospectivement, on s'aperçoit, quand on réfléchit à la manière dont Aïranoum a été fouillé, on voit que quand on a compris vraiment bien les choses, c'est quand tout a été dégagé, des dégagements de grande ampleur où les pièces on a pu relier les pièces les unes des autres, comprendre les circulations et surtout comprendre l'économie de ces grands monuments dans leur totalité. On comprend ce qui se passe à un bout quand on sait ce qui se passe à l'autre bout. Dans les cas où on a eu des visions partielles, aujourd'hui, au moment où se poursuit le programme de publication, nous découvrons que nous sommes démunis pour proposer des fonctions. Tout simplement parce que c'est possible le locaux de stockage. Nous ne savons pas avec quoi ils pouvaient fonctionner. Alors oui. Oui, là, j'anticipe sur des discussions que nous aurons avec Henri-Paul Francfort et Lauriane Sève au séminaire, probablement plutôt en février, puisqu'en janvier, les séances du séminaire sont déjà affectées. Je vous avais présenté donc le Grand Temple. Sur la nature des cultes à Aïranoum, c'est une question évidemment absolument fondamentale si on veut essayer d'évaluer ce qu'a pu être cette ville dans son environnement culturel. J'ai donc présenté le Grand Temple si peu grec qui était l'unique grand temple de la ville basse. Voilà, avec le seul élément vraiment grec qui est donc ce probable Zeus de la Cella. Alors, il existe sur l'acropole, au point culminant, un autre monument religieux qui est ce qu'il y a de plus local dans la culture d'Aïranoum. C'est un podium à 7 degrés, semble-t-il 7 degrés, on n'est pas tout à fait sûr, à ciel ouvert, entouré d'une cour, et orienté vers le soleil levant, vers l'est. Paul Bernard a évidemment immédiatement pensé à un lieu de culte à l'iranienne, c'est à ciel ouvert, disons, à l'iranienne telle qu'Hérodote nous décrit la religion des Iraniens, c'est-à-dire, nous dit-il très précisément, sans statue, sans temple, ils adorent les dieux, ils adorent les dieux sous forme d'éléments naturels, ils font du ciel
Zeus, c'est-à-dire Ahura Mazda, et il les adore sur les hauteurs. Bien. C'est évidemment exactement ce à quoi fait penser ce podium. On aurait bien aimé fouiller les bâtiments périphériques. C'est l'un des très très grands regrets que nous avons à Aïranoum, c'est de ne pas avoir pu savoir ce qu'il y avait autour. Ce monument était sur l'acropole. Et puis, là, j'anticipe sur des discussions que nous aurons, l'un des éléments découverts au temple du bas dans la ville, c'est cette plaque qui ne représente non pas un Zeus, mais la déesse Cybèle, sous forme de sa statue, promenée dans un char conduit par une victoire, elle représentée à la grecque, avec un prêtre qui porte un parasol, le soleil, la lune, l'étoile Vénus, et un prêtre qui sacrifie sur un autel à degrés. Cybèle est dans son char attelé de lion, étant sur la montagne. J'anticipe un peu, c'est un objet artistique mixte qui a des modèles en Phénicie, mais qui est ici retravaillé, évidemment, sans doute, probablement localement, et qui, évidemment, devait avoir une signification dans les cultes du Grand Temple. Cette signification, il faut essayer de deviner laquelle. J'ai encore quelques minutes pour terminer en fait cette présentation des images d'Aïranoum. Nous discuterons la prochaine fois sur un certain nombre de questions relatives au statut que pouvait avoir cette ville. J'ai signalé à plusieurs reprises que nous connaissons très probablement le nom d'Aïranoum, mais seulement pour sa toute dernière période. La ville semble avoir vécu un siècle et demi, d'environ 290 à 145, et c'est seulement pour les 25 dernières années de son existence que nous savons comment elle s'appelait. Elle s'appelait Eucratidia, c'est un nom que nous ont transmis Ptolémée et Strabon. C'était la capitale, elle était à ce moment-là devenue la capitale du dernier grand roi grec de Bactriane, Eucratide, qui donc l'aurait refondée sous son propre nom. Et par ailleurs, c'est à cette époque, la dernière de l'existence de la ville, que prennent vraiment leur forme définitive, enfin, que les grands programmes monumentaux que nous avons vus. Le palais, nous ne savons pas très très bien quel aspect pouvait avoir le palais avant. Les datations des grandes colonnades sont maintenant soumises à discussion. Pour le gymnase, nous avons vu que l'existence même d'un gymnase avant la toute dernière étape n'est pas établie à 100%. Le théâtre semble, lui, avoir une existence assez longue sur le site. En tout cas, nous savons un certain nombre de choses sur Eucratide. Il a émis la plus grande monnaie d'or connue de toute l'Antiquité, hein, double décadrachme. Cette monnaie se trouve aujourd'hui au cabinet des médailles, où vous ne pourrez pas la voir, puisque le cabinet des médailles est maintenant mis en caisse pour 4 ans. Elle a été trouvée, je crois, elle a été trouvée, on dit à Boukhara, mais ça peut être l'émirat de Boukhara, au siècle dernier. Eucratide est coiffé du casque béotien. C'est apparemment un usurpateur, enfin, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir, on n'a pas beaucoup d'informations, mais il prend le pouvoir à la suite d'un conflit, d'un siège, vers 171 avant Jésus-Christ. Il est crédité, il a laissé le souvenir dans l'Antiquité d'un des seuls souverains qui, en Inde, sont allés plus loin qu'Alexandre, et parce qu'il a conquis temporairement l'Inde gangétique. Nous en avons la preuve à Aïranoum, puisque dans la trésorerie du palais se trouvaient des dépouilles de campagnes indiennes, des objets artistiques ramenés d'Inde et également des réserves de numéraires en argent
typique des émissions de l'Inde de cette époque. Eucratide, au retour d'une campagne en Inde, meurt assassiné par l'un de ses fils qu'il avait associé au pouvoir. Peut-être était-il apparu avec lui dans une touchante réunion de famille dans l'une des niches du palais d'Aïranoum, lequel fils nous précise Justin, Troc-Pompée, a poussé l'audace jusqu'à rouler en char sur le corps de son père. Donc, la privation de sépulture, c'est évidemment en Grèce le plus grand déshonneur qui pouvait être infligé. Et nous savons qu'Eucratide est le dernier roi qui a régné à Aïranoum. Alors, à partir de là, toutes sortes d'hypothèses sont possibles. Aïranoum, j'y reviendrai la prochaine fois, est l'objet d'un pillage, puis d'une réoccupation par des populations locales qui récupèrent tout ce qui est récupérable, puis un peu plus tard d'un second pillage. On a certaines raisons d'attribuer ces deux pillages à l'irruption d'éléments nomades. Alors, est-ce le fait que les nomades aient pu faire céder la digue protectrice des fortifications du royaume gréco-bactrien était lié aux troubles politiques qui ont suivi la mort d'Eucratide? Est-ce qu'au contraire, la mort d'Eucratide ne serait pas la conséquence de la chute d'Aïranoum? C'est-à-dire qu'il était en Inde, il était parti faire ses grandes campagnes, aurait dégarni le front nord. On a quelques raisons de penser que c'est peut-être le bon scénario, puisqu'en tout cas, l'arsenal que j'ai fouillé était apparemment dégarni au moment de la chute de la ville. Donc il se peut qu'en fait, les Grecs et l'armée d'Eucratide aient laissé derrière eux une ville pas suffisable, une ville n'ayant pas une garnison tout à fait adéquate, et que ce serait donc cette faute stratégique qui aurait entraîné la première irruption des nomades et l'abandon de la ville, et peut-être du coup une désagrégation politique où Eucratide a péri. Je termine pour cette fois-ci avec ce qu'il faut appeler le deuxième pillage d'Aïranoum. Le premier pillage d'Aïranoum prend place entre 144 et peut-être moins 120, le deuxième pillage, avant Jésus-Christ. Le deuxième pillage d'Aïranoum commence en 1980, en 1979, se poursuit aujourd'hui. C'est après l'abandon de la ville, non pas par la garnison grecque, mais par les archéologues que nous étions, que la maison de fouilles a d'abord été pillée, puis le site tout entier séparé en lots, comme c'est le cas sur exactement comme s'il s'agissait d'un gisement aurifère, et c'est un paysage aujourd'hui complètement lunaire, avec des trous. Il n'y a pas un mètre carré où il n'y a pas un trou, y compris dans des zones que nous ne pensions pas occuper, comme l'Acropole et surtout le tiers nord de la ville basse. Non, beaucoup de questions se posent. Alors, les objets d'Aïranoum réapparaissent aujourd'hui sur le circuit des antiquités. Le buste de terre crue d'un roi, peut-être Démétrios, un médaillon en or, un magnifique bracelet comportant la signature de l'orfèvre, des statues, des trésors monétaires. La question qui se pose, c'est de savoir si ces fouilles clandestines sont directement suscitées et financées par les intermédiaires de ces trafics, ou bien s'il s'agit simplement d'un effet d'aubaine, les fouilles produisant quantité d'objets. On sait en tout cas par où ça part. Ça part d'une part au Pakistan, d'autre part en Iran, et ça termine au Japon, éventuellement en Angleterre et aux États-Unis.
Bon, j'en ai terminé pour aujourd'hui avec la présentation, disons, la visite guidée d'Aïkhanoum. On va la semaine prochaine, au retour des vacances de Noël, c'est-à-dire le 9 janvier, date où nous reprenons nos séances, s'interroger sur poser un certain nombre de questions que suscite l'examen de ce matériel, en partie à la lumière des questions que nous nous étions d'abord posées sur Nisa, la chronologie, les questions de chronologie, les questions de rapport entre population grecque, population locale, les questions en liaison avec les deux questions précédentes, les cultes. Dans l'immédiat, après peut-être une petite pause, je vais passer la parole à Guy Lécuyot pour que nous puissions, dans l'heure de séminaire, nous concentrer sur un dossier plus précis qui est celui des demeures privées. Voilà, donc je pense que nous pouvons reprendre dans 2 ou 3 minutes.